Berceau de la course, le sport automobile français a pourtant dû attendre 36 ans après la création du championnat du monde de Formule 1 pour être honoré de sa première couronne. Et c'est ce petit homme-là, Alain Prost, né en 1955, fils d'un modeste fabricant de mobilier tubulaire à Saint-Chamond, au cœur de la France profonde, et d'une mère d'origine arménienne, qui lui apporta cette satisfaction si longtemps et ardemment espérée. Mieux encore, loin d'en rester là, Alain Prost s'est constitué un palmarès monumental qui a fait de lui l'un des plus grands pilotes de tous les temps. Prost, évidemment, c'est l'anagramme de sport. Était-il pour autant prédestiné à devenir un champion? J'avais tenté de faire la maîtrise d'éducation physique. J'avais été au Krebs à l'INF Vichy là, pour être footballeur. Bon, j'ai eu un problème de genou. J'ai raté la maîtrise d'éducation physique pour pas grand-chose. Donc, à la limite, je l'aurais réussi à cette époque-là. Puis c'était une année avant. Je serais maintenant en survêtement Adidas avec les tongs devant ma télévision. Je serais prof de gym, peut-être, je sais pas. La vie, elle a basculé complètement. Mais j'avais tellement envie d'essayer en tout cas, compte tenu que j'étais vraiment performant en karting. Donc j'ai établi à ce moment-là un plan de travail. Et ce plan de travail s'est concrétisé par un plan de carrière idéal. Après un premier titre international junior en kart en 72, il est lauréat du Pilote Elf fin 75, champion de France de Formule Renault en 76 et 77, champion de France et d'Europe de Formule 3 en 78 et 79. Prost a su exploiter à fond la filière de promotion mise en place en France au cours des années 70, mais pour réaliser une aussi irrésistible ascension, il ne suffit pas de se laisser porter par une structure, si efficace soit-elle. La filière, moi je crois que c'est la filière gagnante, c'est-à-dire qu'il faut gagner, il faut être là, il faut être au top. Et puis, mais il y a beaucoup de circonstances favorables ou défavorables qui décident plus ou moins du sort d'un pilote. Ainsi, Prost se retrouve-t-il au volant d'une Formule 1 dès sa 5e saison de compétition automobile et marque-t-il son premier point au championnat dès sa première sortie au Grand Prix d'Argentine 80 à bord d'une McLaren Ford. D'emblée, il met en évidence d'exceptionnelles qualités de metteur au point en surclassant dans ce domaine son équipier John Watson malgré son manque d'expérience à ce niveau. Aussi, Renault, dès la saison suivante, lui ouvre toutes grandes les portes de son écurie pour en faire le héros de son épopée en Formule 1. Investi de cette lourde responsabilité, Prost fait aussitôt preuve d'une étonnante maturité. Il s'impose comme l'incontestable leader de l'équipe Renault Elf et remporte son premier succès au Grand Prix de France 81. À sa classe de pilote, il ajoute un acharnement à progresser qui constitue sans doute son point le plus fort. Je crois qu'il y a quand même une bonne partie de dons au départ. Et puis après, c'est beaucoup de travail, du travail je dirais, de recherche, pas simplement sur le plan du pilotage. Je pense que le pilotage s'affine au fil des années. C'est l'expérience, c'est le fait de rouler beaucoup avec des voitures différentes, des puissances différentes, des pneus différents. Mais c'est un travail de longue haleine, je dirais, au niveau de tout ce qu'on peut apprendre sur la voiture elle-même, sur les rapports humains. Parce que ça, c'est très important, les rapports du pilote à son mécanicien, du pilote à l'ingénieur, du pilote au directeur d'écurie, ou même avec les sponsors, avec les gens de la télévision, avec les médias. Et donc, je crois que c'est un travail de longue haleine qui fait que, bon, il y a des hauts, des bas. Et puis, il y a un certain moment dans la carrière où, bon, tout baigne dans l'huile. Prost et Renault poursuivent alors leur ascension vers le sommet. Mais c'est un parcours semé d'embûches qui vont quelquefois les faire trébucher et perturber une trajectoire jusque-là parfaitement rectiligne. Prost laissera alors percer un aspect de son caractère qu'on ne lui connaissait pas jusque-là. Il se montre très mauvais perdant. Ses relations avec son équipier, ainsi que sa popularité naissante, vont s'en ressentir. Au bout je dirais, d'1 an, 2 ans de Formule 1, je crois qu'il y a un cap que tout le monde passe. C'est-à-dire qu'on est attiré un petit peu par la gloire, par l'argent. Et ça, c'est même pas la volonté du pilote en lui-même, c'est le fait que automatiquement il y a des convoitises, il y a les enchères, les transferts. Donc alors on est convoité, on est une valeur marchande, donc on essaye d'en profiter. Automatiquement, ça, je dirais que ça dérègle un petit peu.
On en perd peut-être un petit peu d'ailleurs la notion principale, c'est-à-dire pour la raison pour laquelle on a couru la première fois, c'est-à-dire la passion. On est un petit peu attiré par l'appât du gain, par la gloire. La gloire, c'est autre chose, parce que la gloire, on sait que la gloire vient automatiquement en gagnant, donc quand même être raisonnable. On ne peut pas aller par exemple dans une équipe qui vous propose beaucoup d'argent et qui n'est pas compétitive, ça n'existe pas. Mais c'est vrai que je crois qu'on perd un petit peu le fil pendant quelques temps. Et puis après, ça revient, parce que malgré tout, ce qui compte, c'est de se faire plaisir. Ayant passé sans trop d'encombre le premier cap difficile de sa carrière, Prost vole de succès en succès avec sa Renault au cours des saisons 82-83, où il confirme avoir l'étoffe d'un champion du monde. En fait, il frôlera le titre, qu'il méritait d'ailleurs certainement de s'attribuer, en se faisant coiffer au poteau par Piquet, dans des circonstances pour le moins suspectes. Le mariage Prost-Renault ne résistera pas à ce frustrant échec. Et le divorce sera douloureux, car le pilote se laisse aller à l'imputer aussi amèrement que publiquement à son équipe, ce qui provoque en retour une violente réaction de rejet de celle-ci. Décidément, quand il ne gagne pas, il se confirme que Prost a davantage de mal à garder le contrôle de ses sentiments que celui de sa voiture. Pour moi, c'est complètement un sport d'équipe. Mais c'est évident que ça devient un sport individuel dans la mesure où on est deux. C'est-à-dire qu'on est deux pilotes dans une équipe. Si vraiment il n'y avait qu'un pilote dans une équipe, on ne parlera même pas de sport individuel. L'individualité, elle rentre en ligne de compte uniquement parce qu'on est deux pilotes dans la même équipe et que malgré tout, l'adversaire le plus représentatif pour un pilote par rapport à un autre, c'est son coéquipier et il a la même voiture. Ron Dennis, l'avisé patron de l'écurie McLaren, convoitait Prost depuis longtemps et il saute sur l'occasion de l'engager aux côtés du double champion du monde Niki Lauda, début 84. Dans cette ambiance hyper professionnelle, où il découvre le perfectionnisme sans faille qui correspond à ses exigences, Prost va s'épanouir. Et auprès d'un coéquipier qui est un modèle de rigueur, il va reprendre le cours de sa progression pour, en quelque sorte, apprendre à devenir champion du monde. C'est chose faite le 6 octobre 85, à l'issue du Grand Prix d'Europe disputé à Brands Hatch, qui permet à Prost de ceindre sa première couronne. Un succès qui récompense sans conteste le meilleur pilote du moment et la meilleure voiture du plateau. La chance existe une fois que l'homme et la machine ont fait leur travail. Mais vous ne gagnez jamais une course grâce à la chance. Si vous la gagnez, c'est peut-être parce que les autres en ont eu un petit peu moins que vous, ou ils ont eu des problèmes, ou leur voiture n'était pas aussi bien préparée, etc. Mais vous ne gagnez jamais une course grâce à la chance. Mais de temps en temps, je pense qu'entre deux pilotes, ou entre deux équipes, sur l'ensemble pas d'une course, sur l'ensemble d'une saison, sur l'ensemble d'une carrière, il y a des pilotes un petit peu plus chanceux, c'est vrai, ou qui ont un petit peu plus de réussite. Mais ça compte très peu. N'empêche que de temps en temps, un petit coup de pouce du destin n'est pas à négliger et peut faire la différence. Prost s'en apercevra la saison suivante quand il profitera de la rivalité acharnée qui s'est instaurée entre Piquet et Mansell au sein de l'équipe Williams-Honda pour tirer in extremis les marrons du feu. En 86, la McLaren Porsche s'essouffle derrière les machines anglo-japonaises. Mais leurs pilotes se sont partagés les points et Prost est encore dans la course au titre à l'abord de la dernière manche du championnat. Alors, c'est le sort qui tranche. Et l'infortuné Mansell, qui pouvait déjà rêver au titre, est trahi par la défaillance d'un pneu dans la ligne droite du circuit d'Adélaïde. Prost peut légitimement exulter. Contre tout pronostic, il a cueilli le fruit que l'infériorité de sa mécanique aurait dû lui défendre de savourer, mais que l'indiscipline de ses rivaux lui a offert. Il est au sommet de son art. Méticuleux, Prost ne laisse rien au hasard et s'analyse avec lucidité. Le moment le plus difficile pour moi dans le week-end, c'est plus avant la première séance d'essai, parce que là, il y a une certaine nervosité. On ne sait pas si la voiture va être bien, va être compétitive sur le circuit lui-même.
et puis surtout avant les qualifications. Je reconnais que dans cet exercice-là, je suis peut-être un petit peu plus faible parce que d'abord, une prise de risque beaucoup moins importante. Sur un tour, bon, j'ai toujours utilisé les pneus de qualification moins bien que certains autres pilotes parce que ça dépend du style de conduite. J'ai tendance à moins user les pneus, d'ailleurs en course, donc c'est un avantage, mais en qualification, j'arrive moins à les faire chauffer, notamment les pneus avant. Donc j'ai toujours les pneus arrière qui arrivent en température avant les pneus avant, donc un phénomène de sous-virage, je pousse les roues avant. C'est évident que c'est pour moi un handicap très très important. Cette répugnance à se surpasser aux essais sera révélée lorsque Senna devient le coéquipier de Prost chez McLaren en 88 et le surclasse régulièrement dans cet exercice. À l'évidence, Prost a perdu le goût du risque s'il ne peut le calculer avec précision. De même, l'impétueuse virtuosité du jeune Brésilien met en évidence l'aversion du champion français pour la pluie. Les gens qui aiment la pluie, c'est parce qu'un jour, un pilote a peut-être eu une voiture idéale sous la pluie, il a gagné une course sous la pluie. Et là, après, pendant 6 mois ou 1 an, c'est le roi de la pluie, il dit « j'aime la pluie ». Et en réalité, le jour où il aura une voiture beaucoup moins compétitive, ou alors il va faire un tête à queue à 300 à l'heure dans la ligne droite, il va dire « oh là là, la pluie c'est dangereux, j'aime pas la pluie ». Moi, je peux courir sous la pluie, j'ai fait de très belles courses sous la pluie, j'en ai gagné sous la pluie, mais j'aime pas parce que je trouve que ça dénature la course automobile, c'est pas bien pour le spectacle et c'est très dangereux. Prost, cependant, n'a pas peur d'aller jusqu'au bout de ses convictions lorsqu'il est persuadé d'avoir raison. Ce qui est tout à son honneur, car il n'est pas facile de se retrouver seul contre tous. Et ce fut la mésaventure qui lui arriva lors du Grand Prix d'Australie 89 de sinistre mémoire. En dépit de toutes les pressions qu'il subit, Prost, ayant constaté que la piste était impraticable par défaut de drainage, tenta d'entraîner les autres pilotes dans sa demande de retarder le départ. Mais Senna, buté, refusa de le suivre et en fin de compte, les uns après les autres, tous cédèrent aux objurgations des officiels. Prost prit lui aussi le départ. Mais après un périlleux affrontement avec Senna, il décidera de ne boucler qu'un seul tour en signe de protestation. Pour lui, les conditions de sécurité minimales n'étaient pas réunies. Et, estimant n'avoir plus rien à prouver, il n'hésita pas à le faire savoir, au risque de s'attirer les foudres de ses employeurs et l'hostilité de l'opinion publique. Au demeurant, ce jour-là, il avait parfaitement raison. Visibilité nulle, piste inondée, les événements devaient le démontrer. Il n'y eut pas moins de 12 crashs et ce fut miracle si tous en sortirent indemnes. Ainsi, Prost avait été celui par qui le scandale était arrivé. Ce qui se produisit à plusieurs reprises au cours d'une carrière fertile en incidents dans ce domaine, où il ne joua d'ailleurs pas toujours le beau rôle. Et ce qui lui valut une réputation de râleur, voire de pleurnicheur, qui le met hors de lui. Je pense que la majorité des sportifs n'ont pas leur vraie image au travers des médias. Pour moi, c'est nul de dire, tiens, ce sportif a une image d'un gars sérieux, tout ça, celui-là a l'image d'un gars qui sort en boîte de nuit et qui s'amuse et tout ça. Je trouve que c'est dommage parce que ça peut changer. Je pense que si j'avais vraiment une image ou si j'étais catalogué comme quelqu'un de comme ci ou comme ça, ce serait vraiment dommage. Parce que je crois que depuis 72, j'ai beaucoup changé, beaucoup évolué et à mon avis, c'est pas fini. Et j'ai horreur du mot image et étiquette. Les rapports de Prost avec les médias sont ambigus. Il se juge mal aimé. Quand on regarde une certaine partie de la presse, moi j'ai pas peur de dire que c'est un manque de professionnalisme absolument évident. Et je trouve que c'est assez énervant au bout de 10 ans, 11 ans de Formule 1 de voir ça, quoi. Alors on en prend un petit peu par-ci, un petit peu par-là, et puis au bout du compte, ça fait un certain ras-le-bol. Et plutôt que d'exploser, d'éclater, de dire voilà, j'en ai ras-le-bol, j'arrête, moi je me complais dans mon petit univers, et puis voilà, je continue à faire ce qui me plaît, c'est-à-dire conduire ma voiture, c'est tout. Le public italien est très très bon parce qu'il a un côté complètement passionné, il est très chauvin, c'est-à-dire c'est Ferrari qui compte en premier. Il peut y avoir le meilleur pilote italien du monde sur une autre voiture, ils soutiendront toujours Ferrari. Ça, je trouve ça super parce qu'ils sont quand même comme ça, et ils sont surtout 200 000 sur un Grand Prix.
Conjugué au dépit de se sentir supplanté par Senna au sein de son équipe, ce profond besoin de reconnaissance a certainement joué un rôle dans sa décision de rejoindre Ferrari en 1990. Une manière chaleureuse de se consoler de la relative froideur que lui témoigne le public français. Mais l'épopée Prost-Ferrari, qui s'ouvre comme un opéra plein d'espoir et de passion, s'achèvera moins de 2 ans plus tard en psychodrame. D'abord, donc, c'est le coup de foudre réciproque. Mais surprise, au lieu que la Scuderia s'anglicise sous l'influence de l'ex-pilote McLaren, c'est Prost qui s'italianise. La preuve, voyez son émotion lorsqu'il remporte au Grand Prix du Brésil sa première victoire pour Ferrari. Quelques semaines plus tard, Prost enlève l'une de ses victoires les plus magistrales en parvenant à s'imposer à Mexico, bien qu'il ait été relégué en 7e ligne sur la grille de départ. J'ai vraiment d'abord très bien réglé ma voiture. Je pense que j'ai bien potassé la voiture pour la course. Et en fonction de ça, j'ai fait une course d'attaque et tactique, parce que d'attaque, il fallait bien entendu doubler. Et tactique, c'est évident que quand on est comme ça dans une position de 13e sur la grille, on a tendance à attaquer comme un fou au début, mais même si on passe quelques voitures, souvent les pneus ça ne résistent pas, la mécanique, tout ça. Il a fallu être très très patient. Un nouveau chapitre de la carrière de Prost s'est ouvert avec la décennie 90. Lui, le champion des années 80, va-t-il réussir son pari de ramener le titre en Italie après plus d'une décennie d'échecs? Va-t-il parvenir à effacer l'humiliation que lui a causé son départ de chez McLaren et à renverser à son profit l'évolution de sa lutte pour la suprématie qui semble tourner en faveur de Senna? Dans un premier temps, la Scuderia, malgré sa mauvaise réputation en matière d'intrigue, paraît devoir répondre à ses espoirs et justifier ses ambitions. Les victoires s'accumulent. Nouveau prophète de la religion Ferrari, Prost est déifié par les tifosi, les supporters italiens, exaltés par le retour au premier plan de leur équipe favorite. Prost découvre les délices et les excès de cette relation passionnelle. On n'est jamais content dans la vie. Quand on n'est pas connu, on voudrait être connu, on voudrait réussir. Une fois qu'on est connu, on voudrait passer incognito, on voudrait être tranquille partout. Et c'est une question de... Il faut être réaliste. Et puis, j'estime tout à fait normal que les gens me demandent des autographes à partir du moment où ils sont polis, où ils sont gentils, où ils ne pensent pas que je leur appartiens complètement. Et je crois qu'il n'y a aucun problème. Le jour où on me demandera plus d'autographes, c'est Jackie Stewart qui avait dit ça une fois, j'avais trouvé ça super. En signant un autographe, on lui dit « Oh, ça doit vous embêter », c'est dire ce qu'on nous dit souvent. Et Stewart avait répondu « Vous savez, le jour où on m'en demandera plus, ça m'embêtera encore plus ». Et je crois que c'est vrai, parce qu'une fois qu'on y est, ça va être très très dur de redescendre. Alors je crois que maintenant il faut en profiter le plus longtemps possible. Sensible, Prost l'est aussi à l'égard de sa voiture, même si sa relation avec elle n'a pas le caractère amoureux que lui attribuent d'autres pilotes. Quand j'arrive le matin, de toute façon, la première chose que je fais, c'est voir ma voiture. Je sais que, par exemple, mes mécaniciens n'ont rien changé si je ne le sais pas, si je ne suis pas au courant. Mais ne serait-ce que voir la carrosserie propre, les roues bien nettoyées, etc. La voiture qui était complètement démontée la veille, puisqu'on démonte tout le temps les voitures, on change beaucoup de choses dessus. De la voir remontée comme ça, propre, prête à partir, j'ai qu'une envie, c'est de monter dedans. Et à chaque fois que je monte dans ma voiture, ça peut être pendant une semaine d'affilée, tous les jours, j'ai toujours beaucoup de plaisir. Et on a une relation un petit peu bizarre ensemble, mais pour moi, c'est un bijou. Mais Prost ne réussira pas à conduire aussi habilement ses relations humaines que sa voiture. Pour s'imposer en 90, il lui aurait fallu le soutien unanime de son écurie. Or, une fois encore, après Arnoux chez Renault et Senna chez McLaren, il va entrer en conflit avec son coéquipier. Considérant que Prost a manipulé les techniciens à ses dépens et l'a ainsi réduit à un rôle de figurant qui l'humilie, Mansell se révolte. Et au lieu de se mettre à son service pour l'aider dans la course au titre, il saisit à Estoril l'occasion de le priver d'une victoire capitale dans l'évolution du championnat. Mortifié, Prost se lance dans une diatribe contre la politique de son chef d'écurie, premier bémol dans l'harmonie de la romance avec Ferrari.
Finalement, c'est en se faisant expédier dans le sable à Suzuka par un Senna froidement résolu que Prost perdra le championnat 90. Lamentable épilogue sur fond de vengeance dont l'image de la F1 sera elle aussi endommagée. En 91, fort de l'expérience de l'année précédente et débarrassé de Mansell, Prost peut penser disposer de tous les atouts. Malheureusement, cette fois, c'est sa mécanique qui va le trahir. Les Ferrari ne sont plus compétitives. Comme d'habitude, la crise technique déclenche la guerre intestine. Prost remporte la première bataille qui s'achève par la disgrâce de Cesare Fiorio, le chef de l'écurie. Mais il est trop tard pour espérer retourner la situation. Prost se console comme il peut, mais son air triste et son ton désabusé le trahissent. Pour lui, seule la victoire est jolie. Le plaisir du pilotage, il est toujours là. Ça, c'est à part. C'est le jour où il n'est plus là que tu dois arrêter. Par contre, le plaisir, il est toujours de travailler avec l'équipe. Le côté technique, enfin, la technologie m'intéresse énormément. D'avoir connu énormément de choses sur le plan technique, au niveau moteur, au niveau châssis. D'avoir toujours, justement, c'est ça qui fait l'intérêt de la F1, c'est que tu sais qu'il y a toujours des technologies nouvelles qui arrivent, toujours progresser quoi, à tous les niveaux. Et puis toujours l'espoir, là ça marche pas très bien, mais d'arranger les choses, d'avoir une voiture qui redeviendra compétitive très tôt, tu vois. Donc et puis malgré tout, c'est un challenge super de travailler dans une équipe comme ça, même si elle est dans la panade pour l'instant, mais d'essayer de... Est-ce qu'elle est dans la panade? Ouais. Et un beau jour, là dit Patauger, Prost craque. Il qualifie sa Ferrari de camion. C'en est trop pour l'orgueil blessé d'une écurie humiliée et frustrée qui le met à pied comme un quelconque employé et le remplace avant la fin de la saison. Comme avec Renault, puis avec McLaren et même pire encore, la liaison avec Ferrari se termine mal. Mais cette fois, Prost ne trouve pas de volant de substitution à sa mesure et le triple champion du monde au palmarès sans pareil, mais à la personnalité contestée, est condamné à l'inactivité en 92. Retraite temporaire ou bien définitive? J'ai toujours un but de toute façon, et ça change. Ce qui veut dire que j'essaie toujours d'avoir une motivation différente et supplémentaire. Mon but, c'était de faire de la Formule 1, je l'ai fait. Parce qu'on ne peut pas dire je veux être champion du monde au début, quand on est jeune. Quand je faisais du karting, je voulais faire de la Formule 3. Quand j'ai fait de la Formule 3, je voulais faire de la Formule 1. Bon, j'ai toujours eu des buts comme ça. Une fois que j'ai fait de la Formule 1, je voulais être champion du monde, bien sûr. Mais 5 fois champion du monde, c'est pas réaliste. Parce que la Formule 1 moderne est très très difficile. Beaucoup plus difficile, je crois, qu'avant. Et les 5 titres de fin de jour, je pense que c'est exceptionnel. C'est à une autre époque que je ne veux pas comparer, parce que les gens ont toujours tendance à vouloir comparer les deux époques, alors que je pense que c'est complètement impossible. Donc 5 fois, ça représente beaucoup de choses, et c'est beaucoup trop loin pour y penser. Mais Prost, quoi qu'il en dise, il pense pourtant très fort à ce record. Car il a encore faim de gloire et les statistiques sont son péché mignon. Aussi s'est-il mis en situation de l'égaler, sinon de le battre. C'est dans cette perspective qu'il a magistralement manœuvré pendant son année sabbatique pour rebondir en 93 et réussir l'un de ses plus fameux coups de maître. Évincer Mansell, pourtant auréolé de sa victoire au championnat 92 de chez Williams-Renault, et prendre sa place de leader de l'écurie numéro 1 du moment en parvenant à faire écarter la candidature de Senna lui-même à ce poste. Pas de doute, aucun champion dans toute l'histoire du sport automobile n'a mieux mené ses courses et sa carrière. Le professeur, décidément, a bien mérité son surnom.